Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'immobilier, faire un petit résumé de l'immobilier sur la période qui s'est écoulée sur les 3-4 dernières années et vous donner la situation actuelle et comment ça va évoluer dans un futur proche. On va également parler de société, on va parler de politique, de ce qui se passe actuellement. On va parler de Mélenchon, on va parler de Macron, on va parler d'immobilier, on va parler de Trump, on va parler de wokisme, on va parler de féminisme, on va parler de racisme anti-blanc. Donc c'est une vidéo intéressante, un peu sur différents sujets. Sujet d'immobilier, sujet d'actualité. On va également parler d'Mbappé, on va parler un peu de sport, voilà, des sujets que j'aime bien, c'est-à-dire l'immobilier, les phénomènes de société et le sport. On va commencer par l'immobilier, on y reviendra un petit peu plus tard aussi, mais on va commencer par l'immobilier. Alors moi je travaille dans l'immobilier, plutôt dans la gestion immobilière, je ne suis pas dans la transaction, mais je connais extrêmement bien le domaine immobilier, c'est mon métier depuis toujours, côté gestion. Alors, il y a beaucoup de choses que j'entends sur l'immobilier qui sont des énormes conneries. Moi, j'écoute beaucoup d'émissions sur YouTube en immobilier et j'entends toujours les mêmes conneries et ça me saoule. Donc, je vais vous donner le point de vue d'un professionnel de l'immobilier, d'un vrai professionnel, moi, qui travaille réellement dans l'immobilier, qui connaît ça par cœur, qui fait ça depuis une vingtaine d'années, et qui n'est pas un putain de branleur de YouTube qui n'y connaît rien, ou des mecs d'agences immobilières, des responsables de réseau qu'on invite, ou de fédérations d'agences immobilières, qui évidemment vous disent pas la vérité, ou de responsables promoteurs immobiliers qui vous disent pas la vérité parce que ils ont raison, hein, je les comprends. Ils disent ce qui va dans leur intérêt. Et moi, je vais vous dévoiler le vrai discours, celui de la réalité. Alors, on va faire un petit historique. L'immobilier a extrêmement bien fonctionné, sur les années 2017, 2018 jusqu'à 2022. Ça a été de la folie, ça marchait extrêmement bien. Donc là, le moindre connard qui se mettait dans l'immobilier, qui ne connaissait absolument rien, pouvait très bien gagner sa vie et très vite gagner sa vie dans la transaction immobilière. Souvent, il se mettait mandataire et s'il avait un petit peu d'assurance, il était un petit peu malin. Il faut être malin, hein. Attention, je ne dis pas que le moindre baltringue peut y arriver, mais quelqu'un d'un peu malin, de travailleur surtout, pouvait rapidement et facilement très bien gagner sa vie. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et cette période d'euphorie immobilière où tout se vendait facilement à des prix de malade, et le paroxysme de cette situation a été atteint après le Covid, ce qui est assez surprenant, hein. Moi j'aurais pas pensé après le Covid que ça se passerait comme ça. Donc a été atteint sur les années 2020-2021. Alors, est-ce que c'est le Covid? Est-ce que c'est la spéculation immobilière? Est-ce que c'est la baisse des taux immobiliers? Sûrement un petit peu les trois facteurs. Et là, effectivement, l'immobilier a explosé. Donc là, tout se vendait. Donc, loi de l'offre et la demande, hein. Quand il y a de la demande, quand tout se vend, ben, les prix montent. Donc les prix ont monté, tout se vendait, n'importe quel produit se vendait. Et ça a été comme ça jusqu'à 2022. Personnellement, c'est pas pour faire le malin, mais j'anticipe aussi bien en immobilier que au niveau politique, société, assez vite les phénomènes, et je vois vite le vent tourner, et souvent les pronostics que je fais s'avèrent bons. Sur l'immobilier, personnellement, j'ai senti un changement absolument radical à l'été 2022. À l'été 2022, j'ai compris qu'on changeait complètement de
ont changé complètement au niveau immobilier de situation. Donc il y avait beaucoup moins d'appels, beaucoup moins de demandes. Et là, j'ai compris à l'été 2022 que ça allait être compliqué. À ce moment-là, les taux se sont mis également à remonter, à monter, bien qu'ils restent très bas en réalité, mais les taux se sont mis à monter. Et donc, l'immobilier, c'est cyclique. C'est-à-dire quand ça commence à se gripper, c'est très long pour que ça redevienne, que l'aspect positif se remette en marche. Donc ça monte, ça descend, ça stagne, voilà. Donc c'est des cycles. Et donc à partir du moment où un cycle commence à s'enclencher, malheureusement, on sait que ça va empirer dans les mois qui suivent. Donc moi je savais parfaitement à l'été 2022 qu'on allait vivre des années compliquées. Objectivement, je ne pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, puisque là on est quand même à l'été 2024, donc ça fait 2 ans que c'est mauvais, hein, donc beaucoup moins de transactions, beaucoup moins de volume, et donc baisse des prix, hein, loi de l'offre et la demande, mécanisme tout à fait naturel. S'il y a moins de demandes, les prix baissent. Et après, je vous dirai dans quelle proportion ils ont baissé. Ils ont baissé beaucoup plus que ce qu'on vous dit dans la réalité. Aujourd'hui, c'est très calme. Alors, il y a les événements politiques. Moi, je prends du recul. Hein. Je ne fais pas une vidéo liée à ce qui se passe actuellement au niveau politique, mais c'est très calme depuis le début de l'année. Les événements politiques actuels font que rien ne va s'arranger, donc ça va être très calme en 2024. Je pense qu'en 2025, ça va être très calme aussi. Et si vous écoutez certaines personnes, ils vous disent que ça va repartir en 2026. Moi, j'en sais rien, hein, que ça va repartir en 2026. Rien ne permet de l'affirmer avec certitude. C'est possible, mais je ne le pense pas non plus. Moi, je pense qu'on est dans une incertitude totale. Ce qui est sûr, c'est que 2024, ça va être pourri. 2022, ça a été pourri. 2023, ça a été pourri. 2024, ça va être pourri. 2025, ça va être pourri de manière quasi certaine. Et rien ne permet de penser que ça va s'améliorer en 2026 ou 2027. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'on va être sur des volumes de transactions beaucoup plus bas. On a atteint 1,2 million en 2021 ou 2022, je ne sais plus. En 2021, pardon. Je pense qu'on va être cette année à environ 700 000 transactions, ce qui est malgré tout correct. Une année moyenne, c'est plutôt bonne, ça va être entre 8 et 900 000 transactions. 700 000, c'est plutôt bas. Et c'est bas parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui se sont mis, aussi bien des agents immobiliers, des mandataires immobiliers, des nouveaux notaires, etc. Donc le gâteau se réduit énormément. Si on passe de 1,2 million à 700 000, c'est une énorme baisse. Et les acteurs ont été beaucoup plus nombreux. Donc là, au niveau des professionnels, je vais y venir après, il va y avoir une casse, mais monumentale, sur les professionnels de l'immobilier. Donc, l'immobilier aujourd'hui, ça se vend pas. Hein. Si vous avez des biens, c'est difficile de les vendre. Les prix ont énormément baissé. Et le futur est très incertain. Et moi, je ne vois pas l'immobilier repartir en 2025. Et après, je ne sais pas, après c'est l'inconnu, voilà, mais je pense qu'après, on risque de stagner sur du 700 000 transactions, des prix qui risquent, qui ont baissé aujourd'hui de 20 à 30%, et je pense qu'on va rester sur cet ordre de grandeur de prix. Il n'y a aucune raison que les prix réaugmentent en 2026, 2027, voilà, il y a une baisse, et à mon avis, on va rester sur les prix d'aujourd'hui. Alors justement, quels sont les prix à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, les prix ont énormément baissé si on compare par rapport au plus haut, le plus haut qui a été atteint en 2021-2022. Là, on a une baisse qui est, à mon sens, ça dépend bien sûr des régions, ça dépend des biens, hein, mais en moyenne, on est sur une baisse, si on exclut les biens, les biens exceptionnels, on est sur une baisse qui est de l'ordre de moins 20 à moins 30%, ce qui est absolument colossal. Hein, ce qui est absolument colossal. C'est peut-être pas traduit totalement dans les statistiques,
parce qu'il y a des gens qui ne vendent pas. Et donc, les gens, parce qu'ils ne veulent pas baisser de 30%, donc bien que le bien soit en vente, ils ne concrétisent pas la vente. Mais s'ils vendaient, ils vendraient à moins 30%. Donc la réalité, c'est que si vous voulez vendre un bien, et c'est ça la vraie baisse des prix, c'est à combien ça a baissé, on le mesure, comment je fais pour vendre un bien. Un bien aujourd'hui, si on veut le vendre, il faut baisser de 20 à 30% par rapport à 2022, voilà, plutôt à 30%. J'exclus les biens qui sont ultra qualitatifs, très bien placés, les biens qui n'ont pas de défauts, qui sont neufs, qui ont des très bons DPE, qui n'ont pas de travaux à faire, mais ça c'est la marginalité. La grande majorité des biens, ils sont placés moyennement ou mal placés, ils ont des travaux à faire, ils n'ont pas des très bons DPE, et là vous envoyez du moins 30%. Ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Donc 700 000 transactions, moins 30% sur les prix. Voilà, là je vous résume en deux chiffres importants et deux chiffres clés, la situation de l'immobilier à 2024, et c'est ce qui va se poursuivre à mon sens de manière durable dans le temps. Si on prend, je vais parler maintenant de qu'est-ce qu'il faut faire si on est vendeur, qu'est-ce qu'il faut faire si on est acheteur, et je vais également évoquer la situation des professionnels de l'immobilier. Je vais parler des agents immobiliers, je vais parler des gestionnaires immobiliers, je vais parler des promoteurs immobiliers, je vais parler des notaires. Donc les 4 professions, principales professions qui sont dans l'immobilier. Alors, commençons par la situation d'un vendeur. Les vendeurs ne sont pas tous dans la même situation, puisqu'il y a les vendeurs contraints, ceux qui doivent vendre, et les autres, c'est-à-dire ceux qui ont des biens, qui ne sont pas obligés de les vendre, mais qui se tâtent à les vendre parce que justement ils ont peur que ça baisse, ou ils ont envie de générer des liquidités pour d'autres projets, ou qui ont marre d'avoir des locataires qui veulent plus s'emmerder avec de l'immobilier. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on est vendeur aujourd'hui? Alors si on est vendeur contraint, il n'y a pas 36 solutions. Si on est vendeur contraint, si on doit vendre parce qu'on a perdu son emploi, parce qu'on divorce, parce qu'on doit déménager, parce qu'on a un besoin d'argent pour une raison X ou Y, il faut baisser le prix. Vous n'avez pas le choix, il faut baisser le prix. C'est dur à entendre, hein. Si vraiment vous regardez cette vidéo, vous êtes dans ce cas-là, c'est dur à entendre. Moi, j'ai dû le faire à titre personnel, je viens de vendre un bien. Alors, je suis dans l'immobilier, alors pas dans la transaction, mais dans la gestion, mais je connais par cœur l'immobilier, et du coup, j'ai mis un prix direct bas. Je l'aurais vendu un an avant, je l'aurais vendu 20% plus cher, mais voilà, moi j'ai baissé le prix à 20% et j'ai vendu direct. Parce qu'il n'y a rien de plus négatif qu'un bien qui reste longtemps sur le marché. Votre bien, si vous ne le mettez pas à un prix bas dès le début, enfin un prix bas au prix du marché dès le début, si vous restez sur les prix de 2022, vous allez vous faire avoir. Mais votre bien, les gens le voient, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Les gens, ils regardent les annonces, ils voient les biens, et votre bien, il va se pourrir, il va rester sur les portails d'annonces, etc. Et donc, je prends un exemple, s'il y a un bien que vous voulez vendre 200 000, qui valait 200 000 dans les années 2022, qui aujourd'hui vaut par exemple en réalité 160 000, si vous le mettez à 200 000, vous risquez même pas de le vendre 160 000, parce que vous allez faire des baisses progressives. Ça, c'est les gogos qui font ça, et finalement personne ne le veut, le bien est grillé, et plus personne ne veut l'acheter, tout le monde l'a vu sur 1000 portails d'annonces pendant des mois et des mois, et vous allez vous faire pigeonner. Donc si vous êtes un vendeur contraint, écoutez les professionnels de l'immobilier, choisissez
choisissez-en un bon, quelqu'un qui s'y connaît, et faites-lui confiance. Négocier sa commission, il faut toujours négocier les commissions des agents immobiliers qui prennent des commissions qui sont beaucoup trop importantes, mais voilà, une commission, il ne faut pas non plus mettre des commissions trop basses, sinon le mec ne va pas bien bosser, mais voilà, prenez un bon agent immobilier, négociez bien sa com, de l'ordre de 3-4%, voilà, selon le prix, c'est à peu près là, ce qu'il faut, et écoutez ce qu'il vous dit et mettez-le au prix du marché. Mieux vaut un tien que deux tu l'auras ou deux tu l'auras pas. J'en suis convaincu, c'est le seul moyen de vendre. Si vous n'êtes pas un vendeur contraint, eh bien, il ne faut pas vendre. Moi, actuellement, j'ai des biens que j'aimerais bien vendre parce qu'ils me font chier à gérer, parce que voilà. Bon. Mais je ne peux pas les vendre parce que j'ai acheté en 2020 à des prix qui étaient élevés, plus élevés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas vendre. Je vendrai à perte et je pense que je ne solderai même pas mon crédit. Néanmoins, mon crédit aujourd'hui, j'arrive à l'assumer. J'arrive à assumer les frais de crédit, de taxes foncières, de travaux, de vacances locatives, de locataires qui ne paient pas, enfin voilà, tous les frais inhérents à la location. C'est pas évident, mais j'arrive à peu près à les assumer. Et donc, comme j'ai emprunté à un taux très bas, mon intérêt c'est de garder sur le long terme. J'ai emprunté à environ 1%. Quand vous avez emprunté à 1%, si vous pouvez garder le bien, il faut le garder. Il faut le garder un maximum de temps. Moi, j'ai acheté, par exemple, un immeuble à 300 000. Aujourd'hui, je pense sincèrement qu'il vaut plus que 220 000. Même si à l'arrivée, je le vends dans 10 ans, je ne sais pas comment ça va évoluer, 180 000, ça sera les personnes, mes locataires qui m'auront payé une bonne partie du loyer, de l'emprunt, pardon. Je resterai gagnant, même si je vendrai moins cher que j'ai acheté. Ce ne sera pas dramatique. Par contre, vendre rapidement, là c'est dramatique parce que si je vends demain, je vais faire une énorme moins-value, je vais devoir même en mettre de ma poche pour rembourser mon emprunt. Mais il faut pouvoir payer toutes les charges liées à cette gestion immobilière. Et tous ces connards qu'on voit sur YouTube qui vous expliquent que l'immobilier c'est facile, machin, etc., c'est des conneries. L'immobilier, il faut savoir que ça n'est pas rentable. Il y a l'emprunt à payer, il y a les impôts à payer, il y a les travaux à payer, il y a les taxes à payer, il y a les taxes foncières, il y a des vacances locatives, il y a des locataires qui ne paient pas. Voilà. Et tout ça, il faut l'intégrer. C'est la réalité de l'immobilier. Sur une longue période, ce genre d'emmerdement arrive et donc il faut pouvoir l'assumer. Donc il faut avoir des réserves financières. Si vous pensez que votre loyer va payer votre emprunt, c'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux. Ça n'est pas le cas. Donc voilà pour les vendeurs. Vendeurs contraints, baisser les prix. Vendeurs non contraints, conserver. Au niveau des acheteurs, alors moi, il s'avère que j'ai pas de liquidité à l'heure actuelle parce que j'ai eu quelques difficultés personnelles qui font que j'ai dû j'avais beaucoup de liquidité, c'est dommage pour moi, hein, j'avais vraiment beaucoup de liquidité à un moment donné et j'ai dû mettre toutes ces liquidités par rapport à un problème familial, plusieurs centaines de milliers d'euros que j'ai perdu tout simplement. Et donc je n'ai pas de liquidité à l'heure actuelle. Si j'avais ces liquidités, j'avais environ 300 000 balles à l'époque, j'aurais aujourd'hui acheté de l'immobilier. J'aurais emprunté, je pense, mais j'aurais mis 300 000 dans l'apport, peut-être 200-300 000 en emprunt, donc ça aurait fait un investissement global de 600 000. Et là, j'aurais fait la stratégie suivante, c'est-à-dire que je serais allé voir tous les produits que je trouve intéressants. Excusez-moi, je mets ma musique, j'aime bien mettre de la musique quand je fais mes petites vidéos. Et comme c'est sur YouTube, c'est un peu chiant parce qu'il y a des pubs. Il faut que les pubs passent, hein, voilà, donc soyez patients. Et je vais vous expliquer après comment vous pouvez, si vous avez des liquidités, vous gaver de thunes à l'heure actuelle. Réellement. Donc si j'avais des liquidités, et si vous en avez, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y a des opérations absolument incroyables à faire. Je reprends mon exemple, 600 000 euros, 300 000 en liquidité, 300 000 en emprunt, 600 000. Vous allez voir tous les biens et vous faites que des propositions à moins 30%. Alors la plupart vont vous dire non, mais si vous voyez, vous visitez, vous voyez une cinquantaine de biens.
et qu'à chaque fois que vous faites une propos à moins 30%, je vous assure, vous aurez des mecs qui vont vous dire oui, soit parce qu'ils sont contraints, soit parce qu'ils n'auront jamais eu de proposition et que c'est la première proposition sérieuse qu'ils ont. Vous avez des mecs, ils ont envie de vendre, ils ont besoin de se barrer ailleurs, ils ont d'autres projets, ils ont envie de partir à l'étranger, ils ont des problèmes, ils en ont plein le cul de ce bien. Et vous êtes le mec qui, ce jour-là, va leur faire une proposition. Et des fois, il y a des trucs qui ne sont pas raisonnables dans le cerveau. Et le mec, il va vous dire oui. Et voilà. Alors, ça ne sera pas à chaque fois, bien évidemment. Mais ça, c'est le jeu des probabilités. Il faut faire des propositions hyper agressives. Alors, il y en a, ils me disent oui, mais ça me gêne, machin. Le mec, vous ne le connaissez pas, vous n'en avez rien à foutre, vous allez le voir qu'une fois, même si vous rionnez, ben, tant pis, c'est pas grave. Moi, j'ai de l'argent, j'aurai de l'argent aujourd'hui. Là, vous avez les soldes actuellement. On est dans la période des soldes de l'immobilier. Alors, ça peut toujours baisser plus, hein, tout est possible, mais là, ça a vraiment énormément baissé. Et là, il y a des coups de fusil à faire de partout. Donc, vous allez voir les meilleurs biens possibles et vous envoyez du moins 30%. Vous en achetez, alors selon vos possibilités, plusieurs, voilà. Et là, vous avez vraiment, si vous êtes acheteur, moi je pense que c'est la meilleure période parce que oui, les prix ont baissé, les gens sont prêts à les baisser. Il y a 6 mois, 1 an, c'était un peu différent, mais aujourd'hui, ils ont acté la baisse, hein, psychologiquement. Du côté des vendeurs. Et il y en a qui sont aux abois, donc, ou même sans être aux abois. Vous avez des gens qui sont aux abois, vous avez des gens qui ne sont pas aux abois, mais voilà, qui ont envie de vendre. Moi, ça a été mon cas, je n'étais pas aux abois, mais j'étais pressé de vendre. J'ai baissé de 20%, voilà, parce que je m'y connais, je sais, voilà. Et j'étais pas aux abois pourtant, mais voilà, j'ai pris la première proposition à moins 20% sérieuse, boum, je l'ai prise. Parce que j'avais pas envie de m'emmerder, d'attendre 6 mois, 1 an, machin. J'avais envie de vendre, voilà, c'est tout. Et ça, vous en aurez des profils comme ça. Alors après, on peut toujours imaginer que ça baisse plus. Est-ce que ça baissera plus? Oui, peut-être, mais enfin... il y a un moment donné, il faut bien se lancer, on ne peut pas toujours faire la meilleure opération possible. Est-ce que ça va baisser beaucoup plus? Sincèrement, je ne le crois pas. Moi, je pense que les prix vont stagner là, comme ils sont sur plusieurs années. Et encore une fois, il y a un moment donné, il faut se lancer. Et il y a aussi le temps. Le temps joue. 1 an, 2 ans, 3 ans de remboursement d'emprunt, mais c'est beaucoup. Hein. La vie est courte, il faut y aller. Quoi. Il y a un moment donné, il faut y aller. Il ne faut pas toujours trouver des raisons pour retarder, sinon on ne le fait pas. Donc il faut se lancer, et là c'est le bon moment pour se lancer si vous avez des liquidités. Côté maintenant professionnel de l'immobilier. Côté professionnel de l'immobilier, c'est compliqué. C'est compliqué, sauf pour ceux qui font, c'est un peu mon cas, hein, de la gestion immobilière. Surtout le syndic, hein, eux ils s'en sortent le mieux et c'est normal puisque c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Ceux qui font de la gestion locative s'en sortent aussi, mais c'est compliqué aussi parce que comme il y a moins de rotation dans la gestion locative, ce qui rapporte du pognon, c'est quand il y a des changements de locataires parce qu'il y a des frais de bail, il y a des frais d'état des lieux, etc. Les frais de gestion pure, ils ne sont pas très élevés. Donc, la gestion locative, elle souffre moins que ceux qui font purement de la transaction, mais elle souffre un petit peu. Ceux qui souffrent le moins, c'est le syndic. Et c'est normal, c'est un métier compliqué, tout le monde ne peut pas le faire, il faut avoir des compétences. Et donc, c'est normal que les syndics s'en sortent. Et en plus, très sincèrement, ce n'est pas un métier très rentable. C'est souvent quelque chose qui permet d'avoir d'autres choses, justement de la gestion locative ou des transactions, mais le métier pur de syndic n'est pas toujours très rentable. Donc, il est très compliqué. Et donc, c'est très bien aujourd'hui que les syndics s'en sortent, c'est tout à fait mérité. C'est un retour de bâton, parce qu'à un moment donné, les mecs qui ne connaissaient rien à l'immobilier, qui faisaient la transaction, qui gagnaient bien leur vie, et des mecs qui étaient sérieux, qui faisaient du syndic et qui la gagnaient moins bien. C'était anormal, donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est plus normale. Je trouve ça très bien. Enfin, très bien, bref, vous me comprenez. Sur la transaction, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui font de la transaction immobilière, donc ça va plus toucher plus de monde, concerner plus de monde. Sur la transaction, c'est compliqué. Et très compliqué. Il y a les agences qui ferment, il y a beaucoup de mandataires qui arrêtent, il y a quelques réseaux en difficulté. Ben oui, ça s'est contracté. On avait énormément de gens qui s'étaient mis dans l'immobilier. Et
le gâteau s'est réduit de 30, voire même plus, hein, dans certains endroits. Donc c'est inévitable, c'est inévitable. Donc la transaction souffre, et je pense qu'il y a de moins en moins d'agents immobiliers, d'agences qui ferment. Le phénomène va se poursuivre. Alors certains essayent de se diversifier, mais on ne s'improvise pas. C'est compliqué, hein, la gestion locative, c'est compliqué le syndic. On ne peut pas s'improviser comme ça du jour au lendemain gestionnaire administrateur de biens. Et on peut pas, voilà, il faut avoir les clients, ça c'est un travail de long terme pour gagner des clients, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc beaucoup de gens, malheureusement, je le déplore, hein, c'est pas dans l'immobilier qui gagnaient leur vie, qui vivaient grâce à l'immobilier, hélas, vont devoir changer de voie, vont faire faillite, ce qui est très triste, hein, toute faillite est à déplorer, et on ne peut pas se réjouir de ça, mais ça, c'est la vérité. Et ça va s'accentuer parce qu'il y en a qui ont bouffé toute leur trésorerie, qui ont essayé de tenir, là ils arrivent au bout, donc il n'y a pas eu tant que ça de faillite d'agences immobilières, encore, il y en a eu, mais pas tant que ça finalement, parce qu'il y a eu de très bonnes années avant, que la plupart sont quand même relativement sérieux et ont gardé la trésorerie, mais là, il y en a, je pense que 2025 va être violent pour ceux qui sont dans la transaction immobilière pure. Là, ça risque d'écrémer méchamment. Autres professionnels de l'immobilier qui sont concernés, les promoteurs immobiliers. Alors, les promoteurs immobiliers, ils sont vraiment dans la merde. Parce que les promoteurs immobiliers, ils ont acheté des terrains à des prix beaucoup trop élevés. Ça, c'est la vérité. Ils ont acheté des terrains en 2000, grosso modo, l'opération, ça sort en 3-4 ans. Donc là, on est en 2024. Ils ont acheté les terrains dans les années 2020, 2021, 2022 à des prix beaucoup trop élevés. Et alors, ils vous parlent de cette espèce de coût technique, une connerie en fait, ils sont comme tout le monde, hein, c'est la loi de l'offre et la demande. Donc aujourd'hui, un promoteur immobilier, il vend à perte. Ils ont acheté des terrains trop chers, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas les vendre, parce que personne n'en veut, et ils sont obligés de construire, donc ils vont construire, parce que sinon, ils vont être encore plus à perte, donc ils vont construire sur des terrains. Donc, franchement, c'est une catastrophe. Pour les promoteurs immobiliers, il va y avoir des faillites à l'appel. Parce qu'ils ont acheté le foncier beaucoup trop cher. Là aussi, je le déplore, hein, je le dis pas pour m'en réjouir, voilà. Mais c'est la vérité. Les promoteurs vont. Alors, il y a eu des licenciements, hein, chez les gros promoteurs, il y a eu des gros licenciements, des gros plans de licenciement, il y a des petits promoteurs qui ont fait faillite. Et même moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de faillites chez les promoteurs. Alors là aussi, hein, je pense que c'est le même phénomène que je décrivais avant. Je pense que c'est des gens qui avaient des liquidités et qui font le dos rond, mais comme rien ne permet d'espérer que les choses s'améliorent au niveau économique et notamment sur le plan de l'immobilier, il va y avoir des faillites qui devraient s'accentuer et s'accélérer sur les prochaines années. En tout cas, je le crains et c'est ce que je pense en tout cas. Enfin, les autres professionnels de l'immobilier sont les notaires. Alors, les notaires, ils ont d'autres activités que l'immobilier, mais l'immobilier chez les notaires, c'est quand même ce qu'il y a de plus rentable, c'est ce qui constitue la plus grande part de leur chiffre d'affaires. Alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de notaires qui fassent faillite parce que c'est quand même une activité ultra rentable. Qu'ils vont réduire la masse salariale. Voilà. Je pense qu'il y aura beaucoup de licenciements dans le notariat. Ça a commencé, ça va se poursuivre. Et ils ont commencé par ne pas renouveler les postes, ils ont commencé par accepter qu'il y ait des départs, etc., à inciter des gens à partir. Et là, on va passer, à mon avis, à des plans de licenciement plus lourds, plus massifs. Mais là aussi, ça va se poursuivre dans le temps. Je pense qu'il y aura beaucoup de licenciements dans le notariat sur les années, voilà, maintenant, hein, à l'heure actuelle. Et dans les 2 années à venir, ça va se poursuivre. En tout cas, c'est ce qui devrait se passer.
Alors, quelques notaires font faillite, bon, voilà, mais bon, grosso modo, ils vont baisser leur masse salariale, parce que ce qui coûte cher chez les notaires, c'est la masse salariale, hein, ni plus ni moins. Après, ils ont une activité très rentable, donc je ne suis pas très inquiet pour les notaires. La loi Macron avait un petit peu augmenté le nombre de notaires, mais pas non plus de manière extrêmement sensible. Ça reste une profession réglementée, où on limite le nombre d'entrées, avec, encore une fois, des actes rentables. Alors effectivement, les notaires dits Macron, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de fichier client, qui n'ont pas d'autre chose que le droit immobilier pur, seront a priori plus concernés, plus exposés, mais bon, ils ont quand même beaucoup moins de charges. Donc voilà, moi je pense que les études qui vont être les plus impactées en définitive, c'est ceux qui ont fait parce qu'il y a eu des années ultra fast, donc il y a des études qui ont fait des énormes investissements, notamment dans des locaux, parce que ils avaient un pognon qui débordait de partout, que ça coulait à flot dans les études, surtout les études urbaines bien placées. Ceux qui peuvent, à mon avis, se faire le plus de soucis, ce sont les notaires qui ont acheté leur étude chère, il n'y a pas longtemps, et qui en plus investissent sur de l'immobilier pour avoir des super études, en achetant des super locaux, et qui ont en plus acheté de l'immobilier personnel, une belle maison, voilà. Eux, ça peut être compliqué, il peut y avoir des faillites, à mon sens, plutôt sur ce genre de profil. Des gens qui avaient des très gros revenus et du jour au lendemain ça baisse et ils ont des gros emprunts. Voilà. Les notaires qui sont lourdement en situation d'emprunt. Pour finir sur le sujet immobilier, après je ferai je parlerai un peu des sujets de société. Il y a des choses que j'entends et qui me saoulent dans les médias quand j'entends parler des professionnels immobiliers et je veux mettre un terme à des fausses informations. Alors, première chose que j'entends qui m'agace et qui est illogique, vous avez des professionnels, souvent des responsables de fédérations nationales d'immobilier ou des responsables de grands groupes immobiliers qui vous disent oui, il va y avoir il y a des problèmes de location parce que les gens ne vendent plus, il y a trop de normes, donc les gens ne veulent pas louer à cause des normes. Et comme les acheteurs ne veulent pas acheter, du coup les biens ne se louent pas. Oui, le raisonnement c'est de dire il n'y a pas de transaction, l'investisseur évident. Excusez-moi, ils disent l'investisseur immobilier n'investit pas, il n'investit pas parce qu'il y a trop de normes, de DPE, etc. Et donc les gens ne louent pas les biens. C'est une connerie, mathématiquement ça ne tient pas la route. Logiquement, mathématiquement ça ne tient pas la route. Un vendeur, le bien est loué, quand il vend un bien, il le vend souvent, il n'est pas vide, il y a un locataire. Donc s'il n'y a pas d'acheteur, le bien il continue d'être loué, il est loué par l'ancien propriétaire. C'est simplement qu'il n'y a pas de changement de propriétaire, il n'y a pas de changement de bailleur. Le locataire, l'appartement il est quand même loué. Un propriétaire qui ne vend pas son bien, il ne le laisse pas vide. Souvent il a un emprunt à rembourser, donc moi je préfère le louer mon bien plutôt que le laisser vide. Et même quelqu'un qui n'a pas d'emprunt, lui aussi c'est pareil. Donc cet argument est complètement débile en fait, de dire, je dis pas que les normes n'ont pas d'impact sur la location, c'est pas du tout ce que je dis, mais l'argument consistant à dire les investisseurs fuient le marché et donc ça pose un problème pour les locations, ça c'est débile. C'est débile parce que le bien il est déjà loué, il est déjà occupé, donc c'est simplement qu'il n'y a pas de changement de propriétaire. Voilà. Donc cet argument est complètement con et je voulais le dire. Autre argument complètement débile, c'est celui des promoteurs. Les promoteurs vous disent il y a un problème de construction, on ne construit pas assez. C'est parfaitement faux. C'est parfaitement faux, on construit beaucoup trop en réalité.
On construit beaucoup trop, alors peut-être pas là où il faut, mais on construit beaucoup trop. On a une population qui n'augmente pas, on a un taux de natalité qui est de 1,6. Un bien immobilier, c'est pas comme une voiture. On l'envoie pas à la casse quand il est pourri, on le rénove. Donc, si on construit 500 000 logements, ça s'ajoute aux logements déjà existants. Donc, on ne va pas se retrouver avec des millions de logements inoccupés. Donc, en fait, on construit beaucoup trop. On ferait mieux de rénover les logements existants, mais les promoteurs nous expliquent, et je comprends qu'ils nous expliquent ça, ça va dans leur sens, c'est leur rôle de dire ça, mais ils vous mentent, ils vous mentent. Il n'y a pas besoin en réalité de construire des logements en France, à part dans certaines villes, dans certains quartiers, mais d'une manière générale, il y a largement suffisamment assez de logements en France. Et il ne manque pas de logements, ça c'est un mensonge. Puisque la population n'augmente pas, voilà, ça c'est mathématique. Hein. Donc on ne peut pas construire 500... Quand on construit 500 000 logements, on n'en détruit pas 500 000 autres. Voilà. Il s'ajoute les 500 000 nouveaux logements aux autres existants. Si la population n'augmente pas, qu'on ne m'explique pas qu'il manque des logements. Voilà, parce que sinon il y a une étape qui me manque au niveau logique mathématique. Autre connerie que j'entends, c'est... Alors ça, c'est les youtubeurs, les mecs là, qui vous expliquent deux choses. Ils vous font croire qu'il y aurait des solutions fiscales qui seraient extraordinaires. Ils vous embrouillent, ils vous parlent de SCI, de machin. Bon, tout ça, c'est des conneries en fait. Hein. S'il y avait une solution miracle pour investir avec une fiscalité miracle, ça se saurait. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. La seule bonne solution, la meilleure solution, la moins mauvaise solution, c'est de faire du meublé. Pourquoi? Parce qu'il faut justifier ce qu'on dit. Parce qu'on peut amortir le bien, c'est-à-dire rajouter une déduction fiscale. Donc quelqu'un qui a des revenus importants, s'il fait du meublé, il paiera moins d'impôts sur ses revenus fonciers. Voilà, ça c'est vrai. Mais c'est la seule chose, simple, claire et qui soit vraie. Tout le reste, là, quand vous voyez des branleurs qui vous racontent des conneries sur la fiscalité, ne les écoutez pas, c'est de la connerie. Dans la même ordre d'idée, ces branleurs vous expliquent qu'on pourrait faire fortune avec l'immobilier, qu'on pourrait acheter 10, 15, 20 biens sans revenus, avec des revenus faibles, tout ça. Alors ça peut arriver, moi je raisonne à partir d'un cas général, hein, je ne raisonne pas à partir de cas particuliers. Donc les cas particuliers existent, il y en a qui ont fait des super opérations, qui ont rebondi comme on fait d'autres, ça arrive. Mais moi je vous parle du cas général, ça ne se passe pas comme ça. De manière générale, l'immobilier, pour 99% des gens, c'est plutôt un investissement qui coûte de l'argent, parce que quand vous prenez le loyer d'un côté et que de l'autre vous ajoutez l'emprunt, la taxe foncière, les travaux, le fait qu'il y en a qui des fois ne payent pas les loyers, les charges de copropriété, l'assurance, etc., eh bien, il faut être en capacité de mettre du pognon chaque mois dans un bien. Moi, sincèrement, j'ai quelques locations, je n'en ai pas 36 000, mais j'ai quelques locations. Grosso modo, mes biens, je les loue 400 balles par mois, et ça va me coûter, j'ai même pas fait le calcul au centime près, parce que franchement, ça n'a pas trop de sens, mais ça va me revenir à 600-700 balles par bien. Donc il faut que je sois en capacité, par bien, tous les mois, de foutre 300 balles. C'est compliqué de foutre 300 balles. Voilà. Quand on a un bien, ça va, mais quand on en a 5 ou 6, et c'est quasiment 2000 balles par mois, hein, ça commence à être beaucoup. Donc faites gaffe, quoi. Faites gaffe, parce que moi aujourd'hui, j'ai moins de revenus, j'aimerais me débarrasser de biens, je peux pas, enfin voilà. Donc je suis fragilisé. Donc il faut quand même faire gaffe. Voilà ce que je voulais dire pour l'immobilier. L'immobilier à l'été 2024. Alors je voulais élargir un peu le sujet en parlant un peu de politique, parce que ça a un impact hein, sur l'immobilier. Les sujets de société ont un impact sur l'économie, bien évidemment. Et je vais vous expliquer comment je vois le futur proche et le futur un peu plus lointain
ce qui peut être intéressant pour les stratégies d'investissement. Alors à très court terme, là on est quoi? On est le 11 juillet 2024, à 21h59, c'est précis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que Macron va réussir à faire un gouvernement avec une alliance partant des socialistes avec lui, plus un peu de la droite et tout. Bon, ça va être sa dernière cartouche. Il va réussir à éviter qu'il y ait un Rassemblement national et à éviter qu'il y ait les fous furieux de chez LFI. Mais tout est possible, hein. On peut avoir un mec, si le Rassemblement national ne vote pas les motions de censure contre le RN, le LFI, LFI peut être au gouvernement. Donc, voilà. Bon, à mon sens, on va avoir un gouvernement Macron, enfin plus ou moins Macron, ou en tout cas qui contrôlera plus ou moins. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est pas les prochains mois, les prochaines années, parce que je pense qu'il va nous trouver un truc, mais là il a joué sa dernière cartouche. Et ce qui me fait plus peur, ce sont les années qui vont suivantes, c'est-à-dire 2027. Je crains, et en général je me trompe pas, c'est pas pour faire le malin, mais je me trompe pas, ni dans l'immobilier, ni dans les pronostics sur ce qui se passe au niveau sociétal. Je suis à peu près convaincu que Mélenchon va être élu en 2027. Pourquoi? Parce que le problème, là, Macron joue sa dernière cartouche. C'est la fin du système, il va encore réussir à bidouiller un truc, à mon sens, pour arriver à faire plus ou moins une alliance allant de la droite à la gauche en passant par le centre. Et il va nous mettre un ministre, bon voilà, à peu près un peu de gauche, quoi. Il va se démerder comme ça. Mais c'est sa dernière cartouche. Et après, ça ne passera plus. Prochain coup, les gens en auront vraiment plein le cul. Et ça va être soit le Rassemblement national, soit ça va être LFI. Et pourquoi je pense que ça va plutôt être LFI plutôt que le Rassemblement national? Pour la raison suivante. Le problème du Rassemblement national, et on vient de le voir, c'est que à partir du moment où vous les qualifiez d'extrême, il y a des gens qui ne pourront pas voter pour eux, parce que pour eux c'est extrême. On dit l'extrême droite. Pour moi, c'est pas du tout l'extrême droite, hein. Le Front National, le Rassemblement national, pour moi, c'est du centre-gauche, hein, ou centre-droit, enfin, ça n'a rien d'extrême. Et ils sont disqualifiés automatiquement, parce que comme on les qualifie d'extrême, il y a des gens qui ne voteront pas pour le Rassemblement national et qui préféreront voter pour LFI. Donc je vous assure, j'en suis sûr à 100%, que LFI va passer en 2027. Parce que les gens, Macron aura joué sa dernière cartouche, le centre, cette bidouille là actuelle ne repassera pas, et donc ce sera LFI ou Rassemblement national. Comme il y en a qui ne votent pas Rassemblement national parce que pour eux c'est à exclure de manière totale, mais soit ils vont s'abstenir et ils feront jeu de LFI, soit ils iront directement voter pour LFI ou le nouveau Front populaire ou je ne sais quoi. Donc c'est une évidence. Vous allez avoir Mélenchon qui va être président, à mon sens, en 2027. J'en suis absolument convaincu. Alors, au niveau économique, qu'est-ce que ça va donner si, comme je le pense, Mélenchon est président? Là, ça peut... Alors, ça va être très emmerdant, hein, très emmerdant, mais ça va pas être non plus la catastrophe annoncée, parce que souvent, on exagère énormément ces phénomènes. On l'a vu aux États-Unis quand il y a eu Donald Trump. Moi, j'aime bien Donald Trump, qui a été élu. On nous avait annoncé quelque chose d'incroyable, de radical, etc. On a bien vu qu'il ne s'est rien passé extraordinaire. Et là, ça va être pareil dans le sens inverse. Ils ont beau faire des effets d'annonce, dire ça va être ci, ça va être ça. Évidemment qu'il y aura des mesures, évidemment que ça va être des mesures exécrables que vraiment je le déplore complètement. Mais c'est toujours beaucoup moins fort que ce qu'on pense déjà. Et c'est toujours beaucoup moins fort que ce qu'ils annoncent.
Déjà, il y a des contre-pouvoirs. Vous avez des contre-pouvoirs au niveau politique. Vous avez l'Europe, vous avez le Conseil constitutionnel, vous avez... Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ensuite, vous avez également des contre-pouvoirs au niveau des fonctionnaires. Les fonctionnaires, ils sont généralement de gauche, mais ce n'est pas des extrémistes de gauche, c'est pas de l'extrême gauche, c'est des centres-gauche, des mous. Et donc ces gars-là, s'ils ont des programmes trop radicaux, ils ne vont pas les appliquer. Et c'est quand même eux qui tiennent le pays au final, les fonctionnaires plutôt haut placés, qui tiennent... Voilà, on donne toujours beaucoup trop d'importance et beaucoup plus de pouvoir. On pense que les ministres, que les hommes politiques ont un pouvoir énorme. En réalité, ils n'ont pas un pouvoir si énorme que ça. Sur ton pouvoir, c'est un peu ce qu'on appelle l'État profond. Voilà, l'État qui gère. Et eux, s'ils Mélenchon passe, ils n'accepteront pas de faire n'importe quoi. Ensuite, vous avez quelque chose qui est hyper important et capital. C'est qu'un pouvoir ne peut tenir de manière durable que s'il a avec lui la force. La force, c'est la police, l'armée. La police et l'armée, jamais ils vont suivre Mélenchon dans ses folies, dans ses dérives. Donc ils vont lui dire non. Et si vous avez la police et l'armée, surtout la police qui est extrêmement à droite, extrêmement RN, Mélenchon il le sait bien, donc il va pas pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pas pouvoir faire ce qu'il veut parce qu'il sait qu'il peut être débordé par ceux qui doivent maintenir l'ordre. Donc on aura probablement Mélenchon. Ça va être de la merde hein, pour l'économie, ça va être de la merde pour l'immobilier, mais ça va pas être la catastrophe aussi lourde qu'on peut l'imaginer. Ça va être pourri, bien sûr. Ça va pas arranger les choses, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça sera pas le chaos total. Ça sera pas le chaos total. État profond, force de l'ordre, force des institutions, poids de l'inertie, Europe, et tout ça fait que ça freinera les ardeurs de ce fou de Mélenchon. Qu'est-ce qui se passera après? Difficile de le dire. Moi, je pense qu'après Mélenchon, soit la droite arrive à s'allier, mais ça va être compliqué avec le Rassemblement national. Il faut qu'il y ait un parti de droite qui émerge indépendamment du Rassemblement national, parce que on est en France, et en France, malheureusement, le nom Le Pen, le nom Rassemblement national, Front national, il y a ce qu'on appelle le fameux plafond de verre, qui ne pourra jamais être franchi. Donc il faut qu'il y ait un parti de droite qui émerge. Ça semble compliqué aujourd'hui, mais voilà, ça peut... c'est ce qui devrait se passer, puisque allez, on n'exagère pas, mais 70% des Français veulent plus de sécurité, veulent moins d'immigration, veulent de l'ordre, veulent qu'on remette l'église au milieu du village. Donc il va bien falloir, à un moment donné, qu'il y ait un parti qui remette l'église au milieu du village. Et malheureusement, ça ne peut pas être le Rassemblement national, on vient de le voir, moi j'y ai cru, mais je savais très bien que ça allait se passer comme ça, j'en étais sûr, ça s'est passé malheureusement comme je le pensais. Et donc, pour remettre l'église au milieu du village France, je crois malheureusement qu'on ne peut pas compter sur le Rassemblement national. Alors sur l'immobilier, pour finir sur l'immobilier, qui est quand même mon sujet principal aujourd'hui, moi je crois que l'immobilier est toujours un très bon placement. Je pense que plus que jamais, c'est le moment d'acheter, et que plus que jamais, c'est le moment d'acheter dans les bons endroits, dans les villes, dans les cœurs de ville, dans les triangles d'or, les fameux triangles d'or des villes. Là, vous envoyez du moins 30% dans les meilleurs endroits des meilleures villes de France, quelle que soit l'évolution politique, etc. Mais vos biens, ils garderont de la valeur, voilà. Et si vos biens perdent de la valeur, imaginez, tout le reste perdra tellement plus de valeur que vos biens que de toute façon, vous aurez fait un bon placement. Voilà. Donc aujourd'hui, la bonne stratégie en immobilier, c'est d'acheter